Automne 1946. En pleine nuit, des commandos soviétiques interviennent dans toute l'Allemagne de l'Est. Leur cible, des spécialistes ayant contribué à asseoir la puissance militaire d'Adolf Hitler. Leur mission, transférer l'élite scientifique allemande en Russie. On avait le couteau sous la gorge. On était acculés. On nous a déportés sous la contrainte. Ce sont des choses qui n'ont jamais été tirées au clair. Personne n'a vraiment osé en parler. Ni du côté allemand, ni du côté russe. La guerre, c'est la guerre. Il y a toujours un vainqueur qui obtient certaines choses du vaincu. Ce sont les derniers mois du conflit en Allemagne. Les troupes soviétiques sont en route vers Berlin. Pour la population locale, c'est le sauve-qui-peut. La guerre se poursuit aussi sur le front ouest, où les Américains progressent. Dans le ciel, Hitler joue ses dernières cartes. Les fameuses armes secrètes. Des avions à réaction et des fusées ultramodernes. Cela ne changera pas l'issue de la guerre. Mais pour les vainqueurs, les armes de guerre nazie constituent un butin de choix. Elles éveillent la convoitise des Russes et des Américains. Les techniciens et les ingénieurs allemands sont tout aussi recherchés. Leur savoir-faire est unique au monde. Je suis arrivé en Allemagne avant la fin de la guerre. On n'avait pas encore pris Berlin, mais nos troupes avançaient. Notre tâche consistait à préserver le matériel technique allemand et à rechercher tout ce qui avait de la valeur. On a sauvé de la destruction beaucoup de matériel précieux et on a pu entrer en contact avec des spécialistes allemands. L'élite scientifique allemande est consciente de sa valeur et s'empresse d'offrir ses services, notamment aux Américains. Rares sont ceux qui veulent travailler pour les Soviétiques. Il fallait comprendre la psychologie de ces gens. Pourquoi seraient-ils venus en Union soviétique, qu'ils considéraient comme un pays barbare? N'oublions pas que c'étaient des fascistes. La partie sera donc d'autant plus difficile pour les Soviétiques. Ils arrivent enfin à Bleicherode, une petite ville du centre de l'Allemagne, où se trouve l'une des plus importantes usines d'armement du Troisième Reich. Mais le matériel et les spécialistes allemands se sont volatilisés. Ils ont disparu avec les Américains qui sont arrivés sur place les premiers, en avril 1945. Dans ce film soviétique, l'agacement et la déception sont palpables. После поражения Германии район Нордхаузен был вначале оккупирован американскими войсками. Американцы вывезли к себе из этого района все наиболее ценное по реактивной технике. Готовые ракеты, техническую документацию, лабораторное оборудование и квалифицированных немецких специалистов. Оставшееся имущество было приведено в негодное состояние. Faudra-t-il tout reprendre à zéro? Werner von Braun, le concepteur des fusées allemandes, est passé dans le camp des Américains avec ses plus proches collaborateurs. Le soulagement se lit sur les visages. Les Russes n'ont pu que constater le départ des scientifiques. Et c'est là qu'ils ont eu une idée de génie. Ils se sont dit, l'Allemagne a formé de nombreux spécialistes. Nous allons donc chercher des personnes avec une bonne formation qui auraient pu concevoir des armes à Peenemünde, mais qui ne l'ont pas fait parce qu'elles étaient employées ailleurs. La stratégie des chasseurs de tête soviétiques
Recruter un maximum de spécialistes des équipements aéronautiques et spatiaux. Le recours à la force est interdit. Leurs propositions sont même plus alléchantes que celles des alliés occidentaux. Un bon salaire, un logement et surtout de quoi manger à sa faim. De nombreux scientifiques se laissent séduire. Ils étaient très polis. Ils nous abordaient, ils nous demandaient si nous pouvions leur donner un renseignement. Tout se passait de manière détendue et informelle. De nombreux spécialistes allemands acceptent de mettre leurs connaissances au service des vainqueurs. Il y a quelques mois encore, ils construisaient des armes pour la victoire finale du Reich, même si tous n'étaient pas de fervents partisans. Il fallait trouver de quoi survivre. Dans l'après-guerre immédiat, le chômage était très élevé. Sans compter que la plupart d'entre nous préféraient travailler dans un domaine où ils avaient de l'expérience. Les conditions des Russes étaient bien meilleures que celles des Anglais ou des Américains. Les Occidentaux disaient « On embarque le spécialiste, mais la famille reste en Allemagne ». Les Russes, eux, acceptaient toute la famille et mettaient même un logement à notre disposition ici, à Bleicherode. Des spécialistes allemands au service de Staline. Ici, lors de la reconstitution d'une fusée V2 à Bleicherode. La stratégie des Soviétiques semble porter ses fruits. Début 1946, ils ont déjà réussi à relancer plusieurs grandes entreprises de l'armement allemand. Les hommes de Staline passent la zone d'occupation soviétique au peigne fin, à la recherche de cerveaux allemands. Ils font une proposition à tous les experts qu'ils peuvent dégoter. Ils cherchent en particulier des spécialistes de la propulsion employés par BMW à Stassfurt et des spécialistes de l'aéronautique employés par Junkers à Dessau. Un jour, un homme de Junkers est venu me voir et m'a demandé de passer à l'usine. J'y suis allé le lendemain et j'ai été embauché pour le surlendemain. L'entreprise s'appelait toujours Junkers. J'avais une carte professionnelle de l'entreprise Junkers, mais en réalité, c'était les Russes qui prenaient toutes les décisions importantes. Ils regardaient comment on travaillait. Ils étaient très intéressés. Après mon embauche, j'ai commencé à recevoir des colis de nourriture. C'est pour cette raison qu'on nous considérait comme des privilégiés. Tous les mois, on recevait un colis avec de la viande, des boîtes de conserve, des cigarettes. C'était notre salaire, en quelque sorte. Comme les candidats étaient très nombreux, les Russes pouvaient sélectionner ceux qui les intéressaient. Ils ne prenaient pas tout le monde. Il y en a même qui venaient de l'Ouest parce qu'ils ne trouvaient pas de travail là-bas. La plupart de ces volontaires sont en fait des spécialistes de second choix, ce qui n'empêche pas les Soviétiques de continuer à traquer les gros poissons. On a organisé le transfert de spécialistes allemands venus de l'Ouest vers la Thuringe. C'est ainsi qu'on a pu récupérer Helmut Gredtrup, l'assistant de Werner von Braun. Le chasseur de tête Boris Chertok est habilité à faire des offres particulièrement intéressantes. Son plus beau coup, le recrutement d'Helmut Gredtrup. Il est arrivé chez nous et nous lui avons assuré de bonnes conditions de travail. Nous lui avons même donné une villa avec ses propres domestiques. À l'usine, d'autres Allemands étaient sous ses ordres. Nous l'avons mis à l'abri de tous les soucis matériels, à une seule condition, qu'il travaille pour nous.
D'une façon générale, j'ai eu l'impression que les Russes avaient quand même réussi à récupérer quelques bons éléments. Helmut Gröttrup est nommé directeur général à Bleicherode. 1000 soviétiques et 5000 Allemands travaillent sous ses ordres. La production de fusées V2 est relancée. En l'espace de quelques mois, la plus grande usine d'armement de tout le pays voit le jour dans le centre de l'Allemagne. Les accords de Potsdam ont beau interdire la production d'armes sur le sol allemand, le nouveau programme V2 retrouve pratiquement son niveau d'antan. Les fusées sont reconstituées dans les moindres détails. Les Russes reprennent même des termes techniques allemands. La fusée était déjà assemblée. L'Allemand m'a tout expliqué et le Russe m'a donné des termes équivalents en russe. Le problème, c'est que nous butions parfois sur certains termes techniques. Parfois, l'Allemand me demandait « Comment est-ce que tu traduirais ça en russe ?» C'est pas terrible. Du coup, on préférait conserver le terme allemand. Les Russes ont repris de nombreux termes allemands. Les 20 000 pièces composant la fusée V2 sont répertoriées pour en fabriquer les répliques. Résultat, le savoir-faire des spécialistes allemands passe peu à peu aux mains des Russes. Les soviétiques sont satisfaits. Tout se déroule comme prévu. Mais l'inquiétude gagne de nombreux experts allemands. Ils redoutent que les Russes ne transfèrent un jour la production en Russie. Une question était sur toutes les lèvres. Est-ce qu'ils vont nous envoyer en Russie? Les Russes répondaient toujours que non. Et avec le temps, les Allemands se sont faits à leurs nouvelles conditions de travail. Je dois dire que l'ambiance était même très conviviale et très loyale. À Bleicherode, nous avions des contrats de travail. Et il y avait effectivement une clause qui disait que si l'entreprise devait être déplacée, le salarié était en droit de rompre immédiatement son contrat. Malgré certaines angoisses, c'est l'espoir qui prédomine chez la plupart des spécialistes. L'espoir de faire une brillante carrière après-guerre, sans trop devoir s'expliquer sur leur engagement passé en faveur de la victoire finale. Ils s'adaptent aux circonstances. Dans les autres entreprises sous contrôle soviétique, l'ambiance est la même qu'à Bleicherode. Mais au milieu de l'année 1946, de nombreux indices laissent penser que les Russes ne vont pas continuer à exploiter éternellement ces sites sensibles sur le sol allemand. Il y avait des signes qui laissaient présager des changements. À Stassfurt, par exemple, les salariés ont vu arriver des caisses en bois vides. Ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce bois ? À l'époque, personne ne se doutait que ces caisses serviraient au transport des machines et même des balais de l'atelier. Les peurs sont refoulées. L'heure est à la confiance et à l'optimisme à Bleicherode. En espérant que notre collaboration durera encore plusieurs dizaines d'années. Voilà ce que les salariés écrivent à leur chef à l'occasion du premier anniversaire de l'entreprise, en septembre 1946. Ici, rien n'a encore filtré sur le décret du 13 mai 1946. Le décret donne l'ordre de transférer en Union soviétique toute la technologie allemande en matière d'équipements aéronautiques et spatiaux. Les spécialistes aussi doivent faire partie du voyage. Il est signé de la main de Staline. Début octobre 1946, Boris Chertok et quelques autres sont informés du transfert imminent du savoir-faire allemand. Il concerne le matériel et les hommes. On nous a annoncé qu'une opération allait être menée dans toute l'Allemagne
pour transférer des spécialistes allemands, volontaires d'office, comme on disait. On devait établir une liste des spécialistes les plus utiles pour ne prendre que ceux dont nous avions besoin. Les listes doivent être établies rapidement car l'opération est censée commencer quelques jours plus tard, le 22 octobre. Pour éviter que leur plus belle proie ne s'envole au dernier moment, les Russes décident d'organiser une soirée la veille du départ. Le général Gaïdoukov présidait la soirée. Et sur la table, il y avait plusieurs verres. On savait que les Russes tenaient particulièrement bien l'alcool. Et à partir d'un certain moment, j'ai eu l'impression qu'on essayait de nous saouler. Il y avait une règle. Quand un général portait un toast à quelqu'un, il fallait boire tout son verre cul sec. Quand il s'agit de vodka, et que le général porte souvent des toasts, ça peut mal finir. Ma mission et celle de mes officiers consistait à rester sobre, ce qui n'était pas facile. Surtout que dans le même temps, on devait faire boire le plus possible nos amis allemands, ce qu'on a réussi à faire. Le lendemain matin, le 22 octobre 1946, la vie de Werner Albring et de plusieurs de ses collègues va être bouleversée. Des commandos armés s'apprêtent à aller tirer leur cible du lit. À Bleicherode, Stassfurt, Dessau, Jena, Berlin. Au total, plus de 3000 spécialistes seront déplacés avec leurs familles. Un plan signé Staline. C'est le plus important transfert de savoir-faire de l'après-guerre. Les Allemands n'ont aucune chance d'échapper à la rafle. Le matin à 5 heures, on a frappé à ma porte. Un officier russe demandait à me parler. Il s'est approché de mon lit parce que j'étais encore au lit. Et il a commencé à me lire le traité de Potsdam. Il était stipulé qu'il était de notre devoir d'aller travailler en Russie pour réparer les dommages de guerre. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et il m'a répondu « Vos cartons, tout de suite ». Des soldats sont aussitôt rentrés et ils ont commencé à emballer nos meubles et nos objets. Je me suis réveillée parce que j'avais l'impression d'entendre des bruits de bottes autour de la maison. Puis le silence est revenu. Et je me suis dit, tu peux te rendormir. Mais tout d'un coup, j'ai entendu tambouriner à la porte et une voix énergique qui criait « Ouvrez, commandant Tour !» Ma femme a demandé des explications. Et j'ai vu à sa mine de plus en plus défaite qu'il se passait quelque chose de grave. Le Russe nous a expliqué en 2 mots que l'Institut allait être déplacé avec toutes ses installations et que nous faisions partie du voyage. Faites vos bagages, les camions sont devant la porte, un train attend à la gare de marchandises. J'ai eu le temps de dire, et si on ne veut pas partir? Mais la question ne se posait même pas. Des milliers de pensées me traversaient l'esprit. Que faire? On savait que la maison était encerclée. Les bruits de bottes, c'était ça. Tout autour, il y avait des soldats. À la porte, il y avait un soldat. Plus tard, à notre retour, un ami nous a dit « Moi, j'aurais sauté par la fenêtre. Je me serais enfui, je me serais caché. Vous vous êtes laissés embarquer comme des moutons. » Quand on a expliqué à l'Allemand que les ordres sont les ordres, il a fait ce qu'on lui demandait, sans se soucier de savoir d'où venaient les ordres. Avant, il obéissait aux ordres du Führer. Et maintenant qu'Hitler était mort, il obéissait aux ordres de l'administration soviétique. Vu les moyens militaires déployés, les Allemands n'ont pas le choix.
les commandos interviennent simultanément dans toute la zone d'occupation soviétique. Partout, ils utilisent le même procédé. Helmut Banasch, salarié de Junkers, est lui aussi kidnappé par les Russes. Un officier russe est venu chez moi, accompagné d'un simple troufion, la mandoline en bandoulière. Mandoline, c'est le nom qu'on donnait au pistolet mitrailleur. C'est là qu'il m'a annoncé que toute l'entreprise Junkers allait être transférée en Russie avec ses employés. Il a ajouté, les camions attendent dehors, faites vos bagages. Votre travail, votre savoir-faire, vos connaissances et vos réacteurs nous intéressent. Il faut que vous veniez chez nous. Vous aurez la belle vie, vous serez bien payé, bien nourri, et dans 5 ans, peut-être même plus tôt, vous pourrez rentrer chez vous. Dans la rue, il n'y avait pas un tramway, pas une voiture. De temps à autre, on entendait quelqu'un crier, tambouriner, jurer, et les Russes qui donnaient des ordres. Les appels au secours déchiraient la nuit, mais personne n'est venu nous aider, il faut bien le dire. Personne ne nous a donné un début d'explication ou d'information. Rien. Mais on a rapidement constaté qu'on n'était pas les seuls concernés. Quand ma mère est allée à la fenêtre pour appeler à l'aide, on a vu que beaucoup d'autres voisins étaient concernés. Dans le même temps, les soldats s'activaient et empilaient nos meubles dans des camions. En l'espace de 2 ou 3 heures, tout était dans le camion et on a été conduit à la gare. Ils ont attribué un compartiment à ma famille et on a attendu le départ du train une journée entière. Dans l'intervalle, tous les autres sont arrivés. Tout est réglé comme du papier à musique. L'opération se déroule pratiquement sans anicroche. Partout, des camions pleins à craquer, des familles escortées par des militaires. Dans ces conditions, il est pratiquement impossible de fuir. On a traversé Dessau pour rejoindre Roßlau. Là, il y avait un train avec 35 voitures de marchandises et 4 wagons pour les passagers. Chaque famille s'est vue attribuer un compartiment. C'est là que ma femme m'a dit, le manteau de grossesse qu'on a commandé pour l'hiver, qu'est-ce qu'il va devenir ? Sans trop y croire, Helmut Banasch expose le problème à un officier russe qui se montre très compréhensif. 20 minutes plus tard, j'ai vu arriver un camion de 3 tonnes et l'officier m'a dit « Montez, on va chercher votre manteau » avec un 3 tonnes. On a fait 50 kilomètres pour aller chercher le manteau. Après l'avoir récupéré, on a fait le chemin en sens inverse. On était sidérés. Les officiers ont reçu l'ordre d'accéder aux souhaits des Allemands, dans la mesure du possible. L'un de nos collègues était divorcé et la gouvernante était à la maison avec les enfants. Les Russes ont dit « On ne peut pas emmener les enfants tout seuls ». Le père était déjà en Russie, alors ils ont embarqué la gouvernante. Les Russes, qui étaient toujours au courant de tout, ont demandé à un autre collègue « Vous préférez emmener votre femme ou votre maîtresse ?» On ne peut pas prendre les deux, sinon il va y avoir du grabuge. Vous préférez partir avec qui? Et il a répondu, prenez plutôt ma femme, au moins je sais à quoi m'en tenir. On savait qu'un homme, ayant laissé sa famille là-bas, ne pourrait pas travailler normalement.
C'est pour ça qu'on leur a donné cette possibilité. Tu veux partir avec ta famille? Emmène ta famille. Tu veux partir avec ta maîtresse? Emmène-la. C'était seulement pour qu'il ait de bonnes conditions de travail dans un pays étranger dont on lui avait présenté l'idéologie comme ennemie de la sienne. Ceux qu'on avait sélectionnés pouvaient emporter tout ce qu'ils voulaient. On a même permis à Madame Grotroup d'emmener ses vaches. Malgré cette générosité toute relative, les Allemands en partance pour la Russie sont sous le choc. On partait pour l'inconnu. Réveil à 5 heures du matin, les bagages en toute hâte, allez, en route pour la Russie. Et la Russie est un grand pays. Je me souviens que ma mère a déclaré aux Russes qu'elle préférait être fusillée avec ses enfants plutôt que d'aller là-bas. Et l'officier qui dirigeait le commando lui a répondu « Si vous êtes quelqu'un de bien, vous rencontrerez aussi des gens bien en Russie. » Le 23 octobre 1946, plusieurs dizaines de trains partent en direction de l'Est. Un voyage vers l'inconnu. À bord, des spécialistes allemands accompagnés de leurs familles. Personne ne sait quelle sera la destination finale. Personne ne sait s'il s'agit d'un aller-retour. J'étais à la fenêtre, je regardais dehors et j'ai dit au revoir l'Allemagne. Comme j'avais dit ça assez fort, tout le monde s'est mis à répéter au revoir l'Allemagne. C'était comme une petite prière. C'était un départ vers l'inconnu. On ne comprenait vraiment pas ce qu'il se passait. Transfert de savoir-faire par voie ferrée. 250 spécialistes de l'aérospatial. Quelques milliers d'experts en matériel aéronautique, des chimistes, des électroniciens, des opticiens. Le butin de guerre roule vers la Russie. À Brest-Litovsk, on nous a fait monter dans des wagons russes et le voyage a encore duré environ 10 jours. Parfois il y avait de la neige, parfois pas du tout. Quand on découvrait un paysage monotone, on se disait « Espérons que le voyage ne va pas s'arrêter ici ». Mais on continuait à rouler toujours plus loin. On était une sorte de communauté, comme des paquets en route vers une destination inconnue. Et il fallait bien se faire une raison. Ce qui ne nous a pas empêchés de penser « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir ?» dès qu'on avait le temps de réfléchir. Car on n'était pas tout seuls, nous les hommes. Il y avait 3 générations, les enfants, les parents et les grands-parents. Et on ressentait des choses qu'on n'arrivait pas à exprimer. Nos gorges étaient nouées. La destination finale pour le matériel high-tech en provenance de Bleicherode, Kapustin Yar, près de Stalingrad. Les Soviétiques y ont aménagé un terrain où les armes secrètes allemandes pourront être testées puis perfectionnées.
Ce sont des équipes russes qui déballent les fusées V2 reconstituées en Allemagne. Le nouveau centre d'essai soviétique. Les hommes, eux, sont acheminés vers une autre région. Deux semaines après leur départ de Bleicherode, une partie des spécialistes des fusées V2 découvrent leur nouveau domicile, Gorodomlia, une localité isolée à mi-chemin entre Moscou et Leningrad. Staline ne veut pas prendre de risques. Les administrateurs russes nous ont appelés les uns après les autres, puis ils nous ont accompagnés jusqu'à nos appartements. Comme les poêles étaient déjà allumées, on a pu tout de suite s'installer. Et puis, rapidement, notre vie s'est organisée autour du travail. Pour les spécialistes de la propulsion qui sont montés dans le train à Stassfurt et à Dessau, le voyage dure quelques heures de plus. Il les mène encore plus loin vers l'est, sur les rives de la Volga. C'était au petit matin. On a entendu un bruit inhabituel, un pont. On était au bord de la Volga. On a traversé le fleuve pour rejoindre Kouïbychev. Aujourd'hui, la ville s'appelle Samara. Ça a duré 1 heure à peine, puis le train s'est immobilisé. Oupra, un lotissement en bois dans la banlieue de Kouïbychev, avec une capacité d'accueil de 4000 personnes. Les maisons destinées aux nouveaux arrivants ont été fraîchement rénovées par des prisonniers de guerre allemands, selon les normes allemandes. C'est là qu'on est descendu. Un Russe était là pour nous accueillir. Il portait des bottes en feutre, un manteau d'hiver et une chapka. Il a fait une petite révérence en disant « Moi, être commandant ici. Venez, s'il vous plaît. » Il nous a accompagnés sur une dizaine de mètres jusqu'à notre maison. Il a arraché les planches clouées en croix sur la porte. Il a ouvert la porte et il a dit « Bienvenue chez vous ». Sur les maisons, il y avait déjà nos noms. Je me suis dit « Ils ont bien fait les choses ». C'était plutôt une bonne surprise d'arriver à un endroit où il y avait des maisons à 2 étages et des toilettes équipées d'une chasse d'eau, ce qui n'était pas habituel en Russie. Ce n'est que plus tard qu'on a découvert à quel point on était privilégié par rapport au reste de la population soviétique. Un nouveau chez-soi dans une région inconnue. Mais pour combien de temps? On s'est embrassés, on s'est assis sur l'escalier et on a évacué toutes les frustrations qu'on avait accumulées au cours de ces 10 derniers jours, en pleurant à chaudes larmes. C'est comme ça qu'on a passé notre première nuit sédentaire dans la lointaine Russie. Au-dessus de nous, on voyait la lune et les étoiles, comme à la maison. Les nouveaux arrivants sont dans l'incertitude la plus totale quant à leur avenir. À quoi leur vie va-t-elle ressembler?
On a commencé la guerre, on a perdu la guerre, et tout le monde a dû payer un tribut à sa manière. Certains sont tombés sur le champ de bataille, ils ont payé de leur vie, d'autres ont été victimes de bombardements, ils ont perdu leurs fermes et leurs maisons. D'autres encore ont perdu leur patrie. Nous, on a été déplacés, mais on gardait l'espoir de repartir un jour. Fallait bien faire contre mauvaise fortune bon cœur. Plusieurs semaines plus tard, les installations venues d'Allemagne arrivent en pièces détachées. Les hommes se remettent lentement au travail. Les grands halls de l'usine de Kuibychev se remplissent de machines made in Germany. Tout a été emporté, vraiment tout. J'ai retrouvé mon bureau tel que je l'avais laissé à Dessau, avec le chocolat dans les tiroirs, les gâteaux secs, les bonbons, les mouchoirs, la boîte à savon. Rien n'avait changé. La nouvelle usine de Kuibychev est située à 2 pas des habitations. Les experts allemands s'adaptent rapidement à leur nouvel environnement. Les hommes rejoignant leur lieu de travail avec leurs porte-documents et leur ambition. Leur mission, initier leurs collègues soviétiques au miracle de la technologie allemande. Rien de bien nouveau. Pour les femmes et les enfants, en revanche, l'intégration est nettement plus difficile. La population locale a du mal à les accepter. Au départ, la haine était partout. Mais peu à peu, les esprits se sont apaisés. D'une part parce que les spécialistes allemands étaient bien obligés de travailler avec les Russes à l'usine. D'autre part parce qu'il nous fallait bien parler avec les gens quand on allait faire les courses. Il y avait des tensions, bien évidemment. Pour les Russes, on était l'incarnation du fascisme. Ils nous ont vus arriver avec tous nos meubles, alors qu'ils vivaient dans des conditions modestes. Alors pour eux, on symbolisait le capitalisme. Je me souviens qu'il y avait toujours des bagarres sur le chemin de l'école. Les petits Russes nous traitaient de fascistes et nous bombardaient de boules de neige. Cette violence s'explique aussi par le fait que beaucoup de jeunes garçons avaient perdu leur père pendant la Grande Guerre patriotique. C'est le nom qu'on donne à la Deuxième Guerre mondiale en Russie. Ils avaient accumulé une haine féroce contre tout ce qui était allemand. Et tout d'un coup, on leur demandait d'oublier. C'était impossible. Trois semaines après leur arrivée en Russie, Helmut Banasch et sa femme se rendent à la clinique pour l'accouchement. On ne parlait pas russe, ils ne parlaient pas allemand. La communication était donc impossible. En plus de ça, c'était juste après la guerre, à une période où il y avait tellement de haine des deux côtés. Nous, on n'était vraiment pas rassurés. On se sentait presque à la merci des Russes. Malgré cela, tout se passe bien. Le 16 décembre 1946, le premier enfant d'experts allemands voit le jour ici, sur les rives de la Volga. Les heureux parents promenant leur bébé. Le plus beau des cadeaux sous un sapin de Noël plutôt modeste. Après les vacances de Noël, les nouveaux arrivants reprennent le travail.
8 heures par jour, 6 heures le samedi. Leurs collègues soviétiques sont étonnés par la ponctualité des Allemands et leur sens de la discipline. Les Allemands ont leur propre mentalité. Un Allemand qui arrivait au travail ouvrait son cahier, notait la date et écrivait « Je poursuis mon travail sur tel ou tel projet ». Si quelqu'un venait lui poser une question, il inscrivait « On m'a posé telle ou telle question et j'y ai répondu ». De ce point de vue, ils étaient d'une précision et d'une ponctualité exceptionnelles. Et on n'avait pas l'impression d'avoir affaire à des ennemis idéologiques. Les Soviétiques peuvent être satisfaits des spécialistes qu'ils ont kidnappés. Bien qu'ils aient été déportés de force et qu'ils n'aient pas de sympathie pour le régime russe, les Allemands se jettent à corps perdu dans le travail. S'ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas travailler, on les aurait expédiés en Sibérie. Un point, c'est tout. Ils n'avaient donc pas d'alternative que de travailler. D'un côté comme de l'autre, le pragmatisme prédomine. Tant que les Allemands font leur travail, les Russes se moquent de ce qu'ils peuvent penser du système soviétique. Et les Allemands travaillent, malgré leurs préjugés anti-russes. Le docteur Cordes, mon chef, un homme très cultivé, très intéressant, affirmait qu'il ne parierait pas un kopek sur le développement du socialisme en Russie. Un jour, sa fille est tombée malade et il a fallu lui faire une transfusion. Il a refusé qu'on lui transfuse du sang soviétique. Comme il disait, sa fille en est morte. Ils avaient une approche apolitique. Pour eux, c'était un travail qui présentait un certain intérêt. Le docteur Cordes, qui était spécialiste de la dynamique des gaz, disait « J'ai vraiment intérêt à travailler ici. Que ferais-je en Allemagne? Je fabriquerais des pots de chambre aérodynamiques ?» L'usine de Koïbitchev est en plein essor. Chaque jour, 800 Allemands et plus d'1 millier de Russes développent ensemble les propulseurs allemands qui alimentent les rêves de puissance de Staline. Dans mon département, il y avait de plus en plus de Russes, et ça a continué comme ça jusqu'à la fin. Au bout du compte, tous les responsables avaient leurs remplaçants russes qui devaient un jour reprendre le poste. Soviétiques et Allemands travaillent main dans la main. Les deux parties savent que cette collaboration ne peut que leur être bénéfique. Le transfert de savoir-faire fonctionne à merveille, du moins sur les rives de la Volga. Chez les concepteurs de fusées, la situation est un peu différente. Ils ont rapidement l'impression que les Soviétiques cachent leur jeu. Les Allemands ne travaillent que sur des missions exceptionnelles. Les Soviétiques veulent poursuivre le développement des fusées, mais sans l'aide des Allemands. Les Russes nous attaquaient sur le fond. Ils nous expliquaient sans ménagement qu'il s'agissait d'un procédé désuet, qu'on s'y prenait mal. Et il fallait sans cesse se justifier. À Kapustin Yar, les Allemands n'auront qu'une seule occasion de travailler directement sur leurs fusées. Les Russes les ont appelés à la rescousse pour régler un problème technique. Après le lancement réussi de la première V2 sur le sol soviétique, 1 an après le transfert du centre de Bleicherode, les Allemands sont mis hors circuit. 2 spécialistes allemands seront néanmoins généreusement récompensés.
Pour avoir réparé le problème sur la fusée, le ministre Ustinov leur a accordé une prime de 1500 roubles chacun, ce qui représentait alors une somme colossale. On a eu aussi un bidon d'alcool pour tout le monde. Ils ont gardé l'argent, mais on a vidé le bidon tous ensemble le soir même. Bientôt, on voit apparaître une situation paradoxale. Les spécialistes allemands veulent travailler, mais on leur met des bâtons dans les roues. Helmut Gröttrup écrit au ministre de la Défense russe « Laissez-nous travailler ou laissez-nous partir ». Du côté de Moscou, c'est le silence radio. Le sentiment de frustration grandit. D'un autre côté, on avait aussi de bons salaires. Quelqu'un m'a dit un jour, « Monsieur Albring, même un ministre ne gagne pas autant que vous. » Au pays des soviets, les spécialistes allemands vivent confortablement. De temps à autre, ils envoient des colis et de l'argent en Allemagne. Eux-mêmes n'ont pas le droit de quitter le secteur où ils ont été affectés. Une vie dans une prison dorée. Petit moment de détente. Les enfants des spécialistes allemands, eux, sont heureux en Union soviétique. On n'a pas compris les soucis de nos parents. J'ai eu une jeunesse merveilleuse sur les rives de la Volga. Je ne les changerai pour rien au monde. On se promenait dans les forêts, on se baignait, on se prélassait sur la plage. C'était merveilleux. Une impression de sérénité se dégage de ces images d'amateurs. Mais en vérité, les Allemands ne se sont jamais sentis chez eux en Russie. Dans un coin de leur tête, il y avait toujours cette question lancinante. Quand pourrons-nous rentrer chez nous? Plus le temps passait, plus on redoutait de devoir rester ici encore longtemps. Certains apprenaient par télégramme la mort de leur père ou de leur mère, mais ils n'avaient pas le droit de se rendre à l'enterrement. C'était interdit. On devait rester ici, toujours sous surveillance. L'ambiance était de plus en plus tendue. Les Soviétiques laissent planer l'incertitude. Tant que les Allemands peuvent leur être d'une quelconque utilité, leur place est en Russie. La technologie allemande frappée de l'étoile soviétique. Les Allemands ont rempli leurs obligations. Les Soviétiques font maintenant tout eux-mêmes. Pourtant, les spécialistes allemands ne sont toujours pas autorisés à rentrer chez eux. Ils doivent d'abord passer par une phase dite de refroidissement. En clair, il faut qu'ils oublient. La technique, occuper ces spécialistes grassement payés à autre chose. On nous occupait avec des choses qui n'avaient rien à voir avec notre domaine de compétences. Moi, par exemple, je devais concevoir une luge propulsée par des turbines à gaz et avec un chauffage au niveau des patins. Un autre groupe travaillait sur un projet de tondeuse à roseaux en milieu subaquatique. C'est une période difficile pour les Allemands qui souffrent de plus en plus de cette inactivité. À l'époque, on appelait ça la maladie du fil de fer barbelé. Elle frappait les prisonniers des camps qui sombraient dans une profonde dépression. Ça pouvait prendre des dimensions dramatiques. Et nous, on voulait à tout prix éviter ça. Le court de tennis construit par les Allemands. Werner Albring, ingénieur en aérodynamique, en train de jouer Shakespeare avec une troupe de théâtre amateur. On s'occupe comme on peut, on essaie de rendre l'attente supportable. 5 ans après son arrivée en Russie, la petite communauté voit enfin du changement. Les Soviétiques organisent les premiers retours vers l'Allemagne. Chacun espère que son nom figurera sur la liste. On nous disait demain ou après-demain, un convoi part pour l'Allemagne. Les Russes lisaient les noms de ceux qui feraient partie du voyage. Ceux qui partaient
hurlaient de joie. Ceux qui devaient rester en pleuraient de déception. Mais on était content que ça commence à bouger. C'était en 1951. Le collectif des constructeurs russes avait atteint un bon niveau. Ils pouvaient être autonomes. Les spécialistes allemands n'avaient plus rien à leur apporter, et donc on n'avait plus besoin d'eux. Automne 1952. La première grande vague de départ est imminente. Les hommes rapportent la bonne nouvelle de l'usine. Le bus est arrivé, il s'est arrêté et il s'est mis à klaxonner comme un fou. On est tous sortis pour voir ce qui se passait. Les hommes sont descendus du bus en souriant. Je dois reconnaître que c'est la première fois que j'ai laissé déborder le lait. Ça nous a ôté un grand poids, c'était une véritable libération. On était restés ici suffisamment longtemps. La petite colonie allemande est en plein préparatif. Et puis on est parti. On était à nouveau dans le train. Le voyage du retour tant attendu. Mais c'est aussi un nouveau saut dans l'inconnu. L'Allemagne qu'ils ont laissée derrière eux n'existe plus. Où s'établir? En RFA ou en RDA? Mais le plus important pour l'élite recrutée par Staline, c'est de pouvoir enfin rentrer chez eux. Dans un instant, en Russie toujours, ou comment après la révolution de 1917, le pays se lança dans la quête, voire la fabrique, du surhomme.